L'appel de détresse de Brandon Lawson au 911 dans la soirée du 8 août 2013 suggère qu'il lui est arrivé quelque chose. Oui, mais quoi? Est-ce que Brandon aurait été un témoin à abattre? Dans ce dossier obscur, l'appel mystérieux de Brandon au 911 est le seul élément concret sur lequel on puisse se reposer pour tenter de percer l'énigme. Si Brandon a passé plusieurs appels dans la nuit du 8 au 9 août 2013, l'appel au 911 est la seule conversation enregistrée en notre possession. En effet, ses autres paroles, notamment lorsqu'il aurait dit « Putain, je saigne » ou « Je suis à 10 minutes de là », ont été rapportées par ses proches, c'est-à-dire son frère Kyle et sa belle-sœur Audrey. Rien ne certifie qu'il les ait réellement prononcées. La bande audio rendue publique par la police locale est la seule source d'information à peu près fiable. Seulement, sa qualité est très mauvaise. Vous pouvez écouter l'enregistrement 10 fois d'affilée et entendre à chaque fois des mots différents. Après l'avoir écouté des centaines de fois, je vais maintenant vous proposer le scénario qui me paraît le plus plausible en fonction des mots prononcés par Brandon, de l'environnement sonore et des autres informations de notre possession. Voilà comment je vois les choses. Suite à sa dispute avec sa compagne Ladessa, Brandon claque la porte de son domicile de San Angelo le 8 août 2013 à 23h55. Il grimpe dans son pick-up et prend la route au milieu de la nuit. On ignore s'il a décidé d'aller ou non chez son père, Bradley, parce qu'il emprunte la Highway 277 en direction d'Abilene. Or, cette route n'est pas la plus directe pour aller chez M. Lawson, qui vit à Crowley, dans la grande banlieue de Fort Worth. En passant par Abilene, Brandon s'allonge de 20 km, mais c'est à peu près le même temps de trajet, parce que la distance entre San Angelo et Crowley par l'Interstate 20 est de 371 km, ce qui équivaut à 3h40 de route. Via Abilene, la distance est de 392 km, soit 3h45. Donc, Brandon a très bien pu aussi passer par la Highway 277 pour aller vers Crowley. Donc Brandon part ainsi potentiellement se réfugier chez son père, comme il avait annoncé. Vu que Brandon a quitté San Angelo sur un coup de tête, il n'a pas pensé à faire le plein d'essence et il tombe en panne, peu avant Bronte, sur la Highway 277. Il n'a parcouru que 47 km et le temps de trajet est évalué à 30 minutes maximum. Comme le réservoir d'essence est vide, le moteur du pick-up Ford 150 cale et Brandon s'arrête sur le bord de la route. Il parvient sans doute à redémarrer et à repartir sur quelques mètres, je pense, mais le moteur cale une dernière fois. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait je pense que le véhicule avance encore un peu, seulement il est lourd. Pick-up Ford, c'est assez énorme comme véhicule, et Brandon ne réussit pas à le rabattre correctement sur le bas-côté. Voilà pourquoi on va le trouver légèrement de travers par la suite. Rappelez-vous que la manière dont a été garé le pick-up au bord de la route avait un petit peu étonné l'adjoint Neil qui était arrivé sur place. À 0h38, soit 45 minutes après son départ précipité, Brandon appelle son frère Kyle. Ce dernier lui dit qu'il va venir lui amener de l'essence. Donc Brandon accepte et l'attend sur la Highway 277, qui est déserte a priori. Il y a peu de trafic la nuit dans cette zone. À mon avis, Brandon reste à bord ou près de son véhicule. À ce stade, il n'a aucune raison de quitter le lieu de la panne vu que son frère doit venir le dépanner. Pendant que Brandon patiente au bord de la route, un incident grave survient entre 0h38 et 0h53, dans un créneau de 15 minutes. Au mauvais endroit, au mauvais moment, je pense que Brandon assiste à un événement brutal et inattendu sur la Highway 277. On va prendre l'exemple d'une course-poursuite entre deux véhicules. Par exemple, une voiture qui essaie d'échapper à un puissant 4x4 équipé d'un projecteur. Donc le 4x4 accélère et pousse l'arrière gauche de la voiture qui part en tête à queue sur le bas-côté. Il faut noter que cette méthode est utilisée par la Highway Patrol aux États-Unis. Brandon assiste à cette scène surréaliste. Le véhicule intercepté stoppe pas très loin de son pick-up. Le conducteur ouvre précipitamment sa portière et s'enfuit en direction des buissons, en dehors de la route. On ignore si ce conducteur connaît ses agresseurs ou pas, mais en tout cas, il a peur pour sa vie et va se cacher. Donc le 4x4 qui est en train de le poursuivre s'arrête un peu plus loin. Je pense qu'à l'intérieur, il y a au moins 2 individus armés. Ils braquent leurs projecteurs vers les broussailles plongées dans le noir pour repérer leur victime. Donc là, Brandon assiste à la scène, sidéré.
Ne comprenant rien à ce qui se passe, il cède à la panique. Dans un réflexe de survie, Brandon quitte en vitesse son pick-up et pique un sprint vers les buissons pour se mettre lui aussi à l'abri. Pendant ce temps-là, les inconnus armés sortent de la route avec leur 4x4, leur véhicule tout-terrain, et ils s'engagent sur le terrain sauvage. Ils se servent de leurs projecteurs pour éclairer les alentours, pour retrouver le gars qui poursuivait. Donc là, Brandon se réfugie dans un endroit un peu plus tranquille. Il sort son Motorola Droid Razr 4 pour appeler les secours. Il est sur le point de composer le 911 quand il est rejoint par le fugitif, le gars qui était poursuivi par les inconnus en 4x4. Donc il est rejoint par le fugitif par hasard ou peut-être parce que ce dernier a été attiré par la lumière de l'écran du smartphone de Brandon. Ils se retrouvent tous les deux, aussi terrorisés l'un que l'autre. Les deux hommes ont à peine le temps de parler. À exactement 0h53 du matin, Brandon appelle le 911. Donc là, la question du mandat d'arrêt était dérisoire. Brandon, il est affolé, il n'y pense même pas. Brandon sait qu'il ne va pas pouvoir rester longtemps au téléphone, car les types menaçants sont pas très loin. Le problème, c'est que le téléphone portable passe mal dans le secteur et Brandon est essoufflé. Il parle vite, sous l'effet d'un stress intense, et en plus, il vient de courir. Donc dans ce scénario précis, son appel au 911 prend, selon moi, énormément de sens. Donc je vais vous le repasser tout de suite à vitesse normale, pour mémoire, et ensuite, on va décrypter cet appel. 9, 2013, 0, 50 and 38 seconds. 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. The sniper just pushed some guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. Got taken to the woods. Please hurry. Okay, now run that by me. I'm not talking to him. I actually ran into him. Ah, you ran into him. Okay. Got the first guy. Do you need an ambulance? Yeah, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Hello? 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 Donc voilà, vous venez de réentendre l'appel qu'a passé Brandon au 911. Je vais maintenant reprendre toutes les paroles prononcées au cours de l'appel et apporter des analyses et des explications supplémentaires pour le décrypter. Tout d'abord, l'opératrice du 911 prend l'appel. Donc elle dit « les urgences ?» Donc là, Brandon, il part directement dans les explications. Il dit « Oui, je suis au milieu d'un terrain. » Alors c'est un mot qui se termine par « per », vient juste de pousser un gars. C'est en allant vers Abbey Lane, du côté de Bronte. Donc là, Brandon, il indique l'endroit où l'action se passe, mais c'est très très vague. Mon pick-up est tombé en panne d'essence, il y a un autre gars ici. Il a été poursuivi dans les bois. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Alors là, Brandon, il emploie le mot bois, mais il est inapproprié, parce qu'en fait, il est sur un terrain couvert de cactus et de buissons. Je pense qu'il se trompe de mots dans l'affolement. Hein. Il utilise le mot woods, mais bon, en fait, on n'est pas du tout dans des bois, dans une forêt. Hein. À la fin, Brandon, il demande au secours de se hâter. Le ton de sa voix indique qu'il est vraiment terrifié. Là, l'opératrice du 911, elle est comme nous. Elle comprend pas ce que lui raconte Brandon, qui parle à un rythme frénétique. Elle lui demande de bien vouloir répéter tout ce qu'il vient de dire, mais Brandon l'interrompt avant même qu'elle termine sa question. Okay, now run that by me. I'm not talking to him. I actually ran into him. Brandon dit « On ne leur parle pas ». Et après, il continue « En fait, je les ai rencontrés par hasard ». Donc Brandon, il coupe la parole à l'opératrice et ce qu'il dit semble sans rapport avec les questions qu'on lui pose. Je pense qu'il existe une explication. En fait, Brandon mène probablement 2 conversations en même temps. Il s'adresse à l'homme à côté de lui pendant qu'il téléphone. Le fameux fugitif, le gars qui a essayé d'échapper au type qui était en 4x4. Peut-être que le fugitif, qui l'a rejoint quelque temps avant, vient lui proposer de parlementer avec les agresseurs. Donc pour Brandon, c'est hors de question et il lui répond sèchement. On ne leur parle pas. Puis en fait, il reparle à l'opératrice. Et là, il répond à l'opératrice. Il lui dit, en fait, je les ai rencontrés par hasard. Effectivement, Brandon, il connaît pas ces gens.
il est tombé vraiment sur eux, par hasard, pendant qu'il attendait au bord de la route. Donc là, l'opératrice du 911, elle continue. Ah, you ran into him. Okay. Elle est un peu étonnée. Ah, vous l'aurez être rentré dedans? Ok, donc là, il y a un malentendu qui s'installe. L'opératrice, elle pense que Brandon, il a eu un accident de la circulation, quoi. Dans son esprit, Brandon, il a percuté un autre véhicule sur la route. Et là, Brandon, il dit, juste le premier gars. Got the first guy. En fait, il précise qu'il est tombé sur le conducteur de la première voiture. Ça implique qu'il y a plusieurs gars. Donc à ce moment-là, après, on va entendre, parce qu'en fait, tout le monde parle plus ou moins en même temps, donc c'est vrai que c'est assez chaotique, tout ça. On entend en arrière-plan sonore un bang. Dans l'épisode précédent, je vous ai passé à plusieurs reprises ce fameux son. On entend une déflagration, quoi. Vraiment, ça ressemble énormément à un coup de feu. Do you need an ambulance? Donc là, après, c'est toujours chaotique. Brandon et l'opératrice du 911, ils parlent en même temps. Et Brandon, il hurle. Le gars était descendu. Brandon crie parce que l'homme qui était à côté de lui vient de s'écrouler, je pense. On lui a tiré dessus à distance, peut-être avec un fusil à lunettes. Donc là, l'opératrice du 911, elle continue. Elle entend qu'un gars était descendu. Et voilà, elle dit, vous avez besoin d'une ambulance? C'est la réaction normale. L'opératrice propose d'envoyer une ambulance parce qu'apparemment quelqu'un est blessé. Donc là, Brandon, il continue, il dit Yeah, no, I need the cops. ouais, non, j'ai besoin des flics. Donc cette phrase fait l'objet de nombreux débats. Les gens sont très partagés. Il y a des internautes qui affirment que le ouais est prononcé peut-être par une autre personne que Brandon. C'est peut-être l'homme qui est près de lui, mais on n'en est pas sûr. D'un point de vue technique, il est peu probable que Brandon ait branché le haut-parleur de son smartphone par discrétion. Et l'autre homme, le premier gars entre guillemets, est-ce qu'il avait la possibilité d'entendre la question de l'opératrice? Ça aussi, c'est un mystère. À mon sens, c'est toujours la voix de Brandon. Parce qu'en plus, comme je vous l'ai expliqué précédemment, si le gars qui était à côté de lui vient de se faire descendre, il est peut-être pas en mesure de répondre. Moi, je pense que c'est toujours la voix de Brandon. Tout en téléphonant, il observe les environs. Donc son attention est accaparée par son environnement immédiat. Et lorsqu'il entend la question de l'opératrice, il répond machinalement, je pense ouais, comme ça. Puis, en fait, il réalise après le sens réel de la question et il répond à ce moment-là, non, j'ai besoin des flics. Parce que des fois, c'est vrai qu'on répond sans trop écouter. Il est inattentif à ce moment-là et après, il comprend le sens réel de la question. Voilà. Ce non, j'ai besoin des flics, c'est la dernière phrase que va prononcer Brandon. Et au son de sa voix, il paraît réellement effrayé. Il faut quand même dire qu'un homme qui vient de se faire abattre, c'est une bonne raison pour réclamer en urgence la police. Yeah, no, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Donc par la suite, Brandon ne parle plus. On entend en arrière-plan sonore 3 autres bruits sourds qui se rapprochent et une voiture qui passe, enfin un véhicule, on en est à peu près sûr. Ces bruits qui sont perçus dans le silence, quand Brandon a cessé de parler, sont difficiles à identifier. On ne sait pas en fait aussi parce que ces 3 bruits sourds, certains pensent qu'il s'agit peut-être de coups de feu. On entend 3 bruits comme ça. Ça peut être aussi le vent qui s'engouffre dans le micro du smartphone aussi, ça peut faire des bruits bizarres aussi. En réalité, j'ai bien réfléchi, je pense que ces 3 coups sourds sont certainement causés par un véhicule qui roule sur des planches en bois. Par exemple sur une passerelle. C'est d'autant plus probable vu qu'après on entend distinctement un véhicule passer. Donc là ça continue, l'opératrice Misty, elle va parler dans le vide. C'est assez glaçant même, je trouve. Elle dit, est-ce que quelqu'un est blessé? Et là, elle va dire 3 fois allô. Hello? 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 L'opératrice continue la conversation, seulement il n'y a plus personne ne lui répond. Brandon, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il aurait recommencé à courir? Là, clairement, il n'a plus le temps de discuter. Sa priorité, c'est de sauver sa peau. Je pense que dans son état d'esprit, il en a suffisamment dit pour qu'on lui envoie des secours. Seulement, il n'a pas donné les informations basiques indispensables. Le nom, le lieu exact où il se trouve.
Donc là, même si l'opératrice du 911 voulait prévenir le bureau du shérif, elle ne sait même pas où Brandon se trouve. Elle sait juste qu'il y a un automobiliste en panne, au milieu d'un terrain. C'est très très vague. Donc selon moi, dans ce scénario précis, la conversation fait sens. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça, c'est la grande question. Excluons tout de suite l'hypothèse que Brandon ait été tué à la fin de cet appel. En effet, il était toujours en vie. Un quart d'heure plus tard, à 1h10 du matin, il va y avoir une communication téléphonique avec son frère, Kyle. Et d'après Kyle, Brandon avait l'air de courir et il lui a même dit de se dépêcher d'arriver. Il aurait aussi également parlé à Audrey et l'aurait informé qu'il saignait. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'origine de ça ou de ses blessures. Brandon, est-ce qu'il s'est fait tirer dessus? Est-ce qu'il s'est coupé sur des fils barbelés en passant par-dessus des clôtures? On n'en sait rien. Donc, par la suite, Brandon divague dans la nuit et finit par succomber à ses blessures. Voilà, pour moi, c'est un scénario qui est quand même assez cohérent. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser dans ce scénario, c'est de savoir qui étaient les agresseurs. Donc moi, je suis convaincu que Brandon, il a assisté en spectateur à une scène violente impliquant plusieurs personnes. Il y a plusieurs indices. Il emploie les mots « le premier gars », ce qui implique qu'il y en avait au moins un autre. Il dit aussi « on ». Et il emploie aussi le mot « leur ». Il ne connaît visiblement pas les différents protagonistes. Sinon, il donnerait leur nom. L'appel contient un indice important. Le fameux mot qui se termine par her, per, qui est prononcé par Brandon, dans la fameuse phrase « Oui, je suis au milieu d'un terrain, un staper ou scaper ou straper ou sniper vient juste de pousser un gars. » Voilà, c'est la première phrase qu'il prononce, très importante. Donc pour moi, pour chacun de ces 4 mots qui se terminent en per, il y a une hypothèse. On va toutes les passer en revue. Première hypothèse, des officiers de la police d'État. En effet, de nombreux auditeurs croient entendre Brandon prononcer le mot « staper ». Étant donné que ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, des esprits assez paranoïaques envisagent que l'appel au 911 ait fait l'objet d'un montage avant d'être rendu public. Si on dit « state trooper », qui signifie « policier d'État », et on efface ensuite la partie centrale, on obtient le terme « staper ». Ça voudrait donc dire, en clair, que Brandon aurait eu affaire à des policiers d'État. Voici le scénario qui est envisageable. Brandon est en train d'attendre près de son pick-up quand il voit une voiture de la police d'État du Texas, gyrophare allumé, qui fait stopper un automobiliste sur la Highway 277 pour un contrôle routier. Le premier réflexe de Brandon, c'est de se cacher. Il ne veut pas qu'on l'aperçoive à cause du fameux mandat d'arrêt émis contre lui. Peut-être que la voiture contrôlée appartient à un passeur de drogue, c'est possible. Parce que Bronte n'est qu'à 2h30 de route de la frontière du Mexique, au sud. Les cartels sont présents dans la région de San Angelo. Il y a beaucoup de trafic de meth là, dans cette ville. Là, je pense que peut-être que le contrôle de police se passe mal. Il y a une fusillade qui s'ensuit entre la police et le trafiquant. Dans la pénombre, Brandon, il est pris pour un criminel après et on lui tire dessus. C'est à ce moment-là qu'il appelle le 911 parce que sa vie est en danger. Autre possibilité, autre variante, les policiers d'État sont des ripoux. Ils veulent récupérer la drogue et tuer le passeur. Devenu un témoin gênant, Brandon, là, il est pris en chasse par les policiers d'État qui lui tirent dessus. Brandon, il appelle le 911 pour demander l'assistance de la police locale, parce que c'est une juridiction différente. Autre variante encore, le bureau du shérif du comté de Cook, il serait lui aussi dans le coup. Donc le shérif serait complice des state troopers, et ensuite il camouflerait la bavure avec l'aide de la presse locale tenue par sa femme, propriétaire du Bronte Observer Enterprise. Donc là, c'est vraiment l'hypothèse d'un complot général, assez séduisante comme ça sur le papier. Néanmoins, il y a beaucoup de points qui ne collent pas pour moi. Déjà, ça c'est très important, Kyle et l'adjoint Neil, l'adjoint du shérif, n'ont rien vu d'anormal en arrivant sur place. Aucune activité louche. Par exemple, ils n'ont pas croisé de voiture de la police d'État du Texas en train de quitter rapidement l'endroit. Ils n'ont rien vu de suspect.
Et par ailleurs, tous ces événements n'ont pas pu se dérouler dans un créneau aussi court, entre 0h53 et 0h10 du matin. En cas de fusillade aussi, je pense qu'on aurait trouvé des douilles par terre, au bord de la route et dans les buissons. Ça impliquerait donc que les officiers auraient effacé toutes les traces et embarqué tous les cadavres en un temps record. Brandon, il pesait lourd, 104 kilos, et on ne transporte pas un corps comme ça. Et dans l'hypothèse d'un sévère accrochage, si vraiment il y avait une fusillade énorme, les policiers d'État, ils en auraient parlé sur la fréquence, fréquence radio. Bien que sauvage, cette zone, c'est un lieu de passage pour les routiers. Sachant que beaucoup de conducteurs de poids lourds possèdent des scanners, donc des équipements qui permettent d'écouter les communications de la police, quelqu'un aurait probablement entendu quelque chose. Là, rien. C'était le silence total. Pour finir, je doute que le shérif McCutcheon ait participé à un complot local pour une raison simple. Il était absent à la période des faits. Et il a par la suite demandé l'assistance des Texas Rangers, l'élite de la police texane. Il y a un ranger qui s'appelle Nick Hanna qui a procédé à des vérifications et il n'a rien trouvé de suspect concernant les forces de l'ordre locales. Passons maintenant à l'hypothèse suivante. Deuxième hypothèse. Le scénario à la Mad Max. On a vu le terme stapper, maintenant on va s'intéresser au terme scrapper. On croit peut-être entendre ce mot quand on écoute la bande. Ce qui est intéressant, c'est qu'en argot américain, le terme scraper, ça désigne une voiture modifiée équipée de vitres teintées et de grosses roues, ou d'une suspension surbaissée. Donc très présent dans la culture hip-hop en Californie par exemple, le scraper ça renvoie en quelque sorte un peu au tuning chez nous. Donc pendant que Brandon Lawson attend son frère, au bord de la route, il y a une voiture qui s'arrête. C'est le premier gars dont parlera Brandon lors de l'appel au 911. Donc le conducteur c'est un bon gars, on va l'appeler le bon samaritain. Il commence à discuter avec Brandon, qui est garé sur le bas-côté, il lui demande s'il a besoin d'aide, quand tout à coup, il y a un scraper qui arrive sur la route. Une voiture modifiée, quoi. Et les occupants de cette voiture modifiée, ils connaissent peut-être le bon samaritain. En tout cas, je pense qu'ils en ont après lui, peut-être qu'ils ont un différend à régler avec lui, le motif pourrait être bénin. Le bon samaritain, il a peut-être pu les klaxonner ou leur faire des appels de phare sur la highway quelques minutes plus tôt. Donc assez agressif, les occupants du scraper, ils sortent des armes à feu qu'ils braquent sur le bon samaritain et Brandon. Brandon, lui, il y est pour rien, mais bon, il est là, au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc là, le bon samaritain et Brandon, ils s'enfuient dans les buissons, donc réflexe de survie. Vous connaissez la suite. Je pense qu'après, ils se font poursuivre et le bon samaritain est tué. Ce qui renvoie aux paroles de Brandon. Le gars a été descendu. Donc voilà, on vient de voir les deux premières hypothèses sur l'identité de ces agresseurs potentiels. On a vu les policiers d'État ripoux et le scénario à la Mad Max. Il reste encore deux autres hypothèses que je vous présenterai dans le prochain épisode.